Jeanne R. de Charlotte Brontë. Lecture de Sylvie Morel-Pinatel. Chapitre 5. 5 heures n'avaient pas encore sonné, ce matin du 19 janvier, lorsque Bessie entra dans ma chambre, la bougie à la main. J'étais déjà debout et presque habillée. Un rayon de lune, filtrant par l'étroite fenêtre, avait suffi à m'éclairer pour faire ma toilette. Je devais prendre la diligence qui passait devant Gateshead à 6 heures. Bessie seule était levée. Elle avait allumé du feu dans la chambre des enfants et préparait mon petit déjeuner. J'étais trop excitée pour avaler ne fût-ce que 2 cuillerées de lait chaud, et elle glissa quelques biscuits dans mon sac. Elle m'aida à mettre mon manteau, jeta un châle sur ses épaules, et nous quittâmes la chambre. Comme nous passions devant la porte de Mrs. Reed, elle me demanda: « Voulez-vous dire au revoir à madame ?»« Non, Bessie. Elle m'a dit hier au soir que je ne devais déranger ni mes cousins, ni elle-même. Elle a ajouté que je devais me souvenir qu'elle avait toujours été ma meilleure amie et que je devais parler d'elle avec reconnaissance. » Qu'avez-vous répondu ? Rien. J'ai remonté mes couvertures sur ma tête et je me suis tournée contre le mur. C'était mal, Miss Jane. C'était juste, Bessie. Votre maîtresse n'a jamais été mon amie, mais mon ennemie. Ne dites pas des choses pareilles. Adieu, Gateshead, m'écriai-je à la porte. La lune s'était couchée, la nuit était sombre. Le falot que balançait Bessie éclairait les marches mouillées. Saisi par ce matin d'hiver, je claquais des dents. Il y avait déjà de la lumière chez le portier et sa femme allumait le feu. Ma malle était là depuis la veille. À 6 heures juste, les feux de la diligence perçaient la brume. « Elle part toute seule ?» demanda la femme. « Oui. »« Jusqu'où va-t-elle ?»« À 50 milles d'ici. »« C'est un long voyage. Je me demande comment Miss Reed n'a pas souci de la laisser partir seule, si loin. » La diligence tirée par 4 chevaux, son impériale chargée de voyageurs, s'était arrêtée. Ma malle fut hissée, et le cocher nous pressait, tandis que je m'accrochais au cou de Bessie. « Prenez bien soin d'elle !» cria-t-elle au postillon. « Ouais, ouais !» La portière claqua, une voix cria « Prêt !» et nous partîmes. J'étais définitivement en route pour des régions qui me paraissaient aussi lointaines que mystérieuses. Je ne garde qu'un souvenir vague de ce voyage qui me parut interminable. Nous nous arrêtâmes dans une grande ville, on détela les chevaux, les voyageurs descendirent pour déjeuner. Le postillon me conduisit à l'auberge et voulut me faire prendre un repas. Mais je n'avais aucune faim, et j'arpentais la pièce où l'on m'avait laissé, une pièce immense avec une cheminée à chaque bout, un lustre au plafond et dominée par une galerie remplie d'instruments de musique. Tandis que je faisais les 100 pas, les enlèvements d'enfants des contes de Bessie hantaient ma mémoire et m'emplissaient d'angoisse. Enfin, le postillon revint me chercher et les roues sonnèrent bientôt sur les pavés de la rue. L'après-midi passa brumeuse et grise, s'assombrit au crépuscule. Nous traversions maintenant des campagnes, un paysage de collines sombres, et à l'approche de la nuit, nous descendions une vallée prise entre des forêts. Longtemps après que l'obscurité eut dérobé toute vision, j'entendis un vent sauvage hurler dans les arbres. Puis je m'endormis, bercé par la cadence. L'arrêt de la voiture m'éveilla. La portière s'ouvrit, une femme s'approcha qui était mise comme une servante et questionna.
« Y a-t-il ici une petite fille du nom de Jane Eyre ?» Je répondis « C'est moi ». Et l'on m'aida à descendre. On déchargea ma malle et la diligence repartit aussitôt. J'étais engourdi par l'immobilité prolongée, étourdi par le bruit. Reprenant mes esprits, je regardais autour de moi. La nuit bruissait de vent et de pluie. Je discernais pourtant une porte dans un grand mur. Je suivis la servante qui referma cette porte à clé derrière nous. Quelques lumières brillaient encore aux fenêtres d'un immense bâtiment. Nous pataugeâmes au long d'une allée détrempée avant d'atteindre le perron, puis la servante me laissa dans une pièce où flambait un feu. Je m'en approchai afin de réchauffer à la flamme mes doigts glacés. J'étais dans un parloir, sans luxe mais confortable. À la seule lumière du foyer, je m'évertuais à deviner le sujet d'un tableau lorsque 2 personnes entrèrent. L'une d'elles était une femme élancée, aux yeux noirs, aux cheveux de jais, au front large et pâle, dont le maintien disait la gravité et la noblesse. « Cet enfant est bien jeune pour voyager seul, » dit-elle, en posant sur la table la bougie qu'elle portait. Elle me regarda attentivement et ajouta « Il faut la mettre au lit, elle a l'air fatiguée. »« Êtes-vous bien fatigué ?» demanda-t-elle, me posant la main sur l'épaule. « Un peu, madame. »« Vous avez sûrement faim aussi. »« Miss Miller, voulez-vous lui apporter un petit souper avant qu'elle aille au lit ?»« Est-ce la première fois que vous quittez vos parents, ma petite fille ?» Je lui expliquai que je n'avais pas de parents et depuis combien de temps ils étaient morts. Puis je lui dis mon nom, mon âge, et que je savais lire, écrire et coudre quelque peu. Elle effleura ma joue d'une main douce et me confia à Miss Miller après m'avoir dit qu'elle espérait que je serais sage. La jeune femme que je venais de quitter paraissait avoir une 30aine d'années. Sa prestance, son regard m'avaient impressionné. Miss Miller devait être plus jeune, plus insignifiante. Elle avait un air négligé et l'aspect soucieux de ceux qui sont surchargés de besogne. Elle avait l'air, et elle l'était effectivement, je l'appris plus tard, d'une sous-maîtresse. Elle me conduisit à travers le dédale de corridors innombrables dans une partie morte et mélancolique du bâtiment, jusqu'à une large et longue salle d'où émanait un bourdonnement. Elle était encombrée de tables et de bancs. À la faible lueur des bougies, je crus voir une foule de jeunes filles entre 10 et 20 ans. En réalité, elles étaient moins nombreuses que je ne le crus de prime abord. Elles étaient toutes engoncées dans des robes d'uniforme de couleur brune et de coupe démodée. C'était l'heure d'étude et le bourdonnement venait de ce qu'elles répétaient à mi-voix leurs leçons du lendemain. Miss Miller me désigna un banc près de la porte, puis, gagnant le milieu de la salle, dit d'une voix forte. « Monitrice, ramassez les livres et rangez-les. » 4 grandes filles se levèrent et firent la tournée des tables. « Monitrice, allez chercher le souper. » Celles-ci revinrent bientôt, portant chacune un plateau sur lequel se trouvaient des tranches de je ne sais trop quoi, ainsi qu'une cruche d'eau et une timbale. Les tranches d'un léger gâteau d'avoine furent distribuées et chacune but à tour de rôle dans l'unique gobelet. Je bus, mais l'énervement et la fatigue m'empêchèrent de manger. Le repas terminé, on récita les prières, et 2 par 2, les élèves gagnèrent les dortoirs. Je dormis cette nuit-là chez Miss Miller. Elle m'aida à me déshabiller. Étendue, j'aperçus de longues rangées de lits, bien vite remplis de 2 occupantes.
10 minutes plus tard, l'unique lumière était éteinte. Dans les ténèbres silencieuses, je m'endormis. Les rafales de pluie et de vent me tirèrent une fois d'un sommeil opaque et sans rêve. Je pris aussi conscience de la présence à mon côté de Miss Miller. La seconde fois, je m'éveillai au bruit d'une puissante cloche. Les élèves se levaient, il faisait encore nuit, et, à mon tour, je m'arrachai du lit à contre-cœur. Tremblant de froid, je m'habillai tant bien que mal, et j'attendis une cuvette libre pour me laver. Comme il n'y en avait qu'une pour 6, cela n'allait pas très vite. La cloche résonna à nouveau, les rangs se formèrent, et le cortège gagna la salle d'études. Miss Miller lut les prières et ordonna. « Formez les classes !» Il s'en ensuivit passablement de tumulte que des « silences » réitérés essayaient de réprimer. Lorsque la paix se fut établie, les élèves étaient séparés en 4 groupes, disposés en demi-cercle autour des 4 tables. À chacune d'elles, une chaise attendait sa maîtresse. 3 institutrices entrèrent et prirent leur place. Miss Miller avait la charge des plus petites, et c'est au dernier banc de cette classe que je pris place. Le travail commença. On répéta les actions de grâce, puis on lut la Bible longuement. Au bout d'1 heure, le jour s'était levé, et l'infatigable cloche se remit à sonner, annonçant le petit déjeuner. Je me réjouissais de manger quelque chose, car je défaillais presque d'inanition. Le réfectoire était une pièce immense, basse de plafond et lugubre. Sur les tables, des récipients fumaient, exhalant une odeur très peu appétissante. Ces effluves soulevèrent un mécontentement. Les aînés chuchotaient. « C'est dégoûtant. Le porridge est de nouveau brûlé. »« Silence !» s'écria une maîtresse, petite personne brune, élégante et quelque peu morose. Je cherchais du regard la personne qui m'avait accueilli la veille, mais elle n'était pas dans la salle. Après le bénédicité, on chanta un cantique, puis on apporta du thé aux institutrices et le repas commença. Affaibli, affamé, je me jetai sur ma part, mais à peine en eus-je avalé goulûment 2 cuillerées que je réalisai combien cette bouillie était nauséabonde. Toutes les élèves abandonnèrent la tentative et le petit déjeuner fut terminé sans qu'il y ait de petit déjeuner. Nous rendîmes grâce pour ce que nous n'avions pas eu et retournâmes dans la salle d'études. Le quart d'heure de récréation s'écoula dans un glorieux tumulte où se donnait libre cours l'indignation soulevée par ce piètre repas. Pauvres enfants, c'était là leur seule consolation. Miss Miller était la seule maîtresse présente et ne faisait pas beaucoup d'efforts pour réprimer une colère qu'elle partageait sans doute. Une pendule sonna 9 heures et Miss Miller ordonna. « Silence! À vos places !» La discipline l'emporta. Le brouhaha s'apaisa. Les élèves regagnèrent leurs bancs, les maîtresses leurs chaises. Pourtant, tout le monde semblait attendre. Ces 80 filles avaient une bien étrange façon, avec leurs mèches bien tirées, leur col montant, leurs poches de kangourou qui devaient faire office de boîte à ouvrage, leurs bas de laine et leurs chaussures campagnardes à boucles de cuivre. Parmi elles, certaines étaient déjà presque femmes. Cet accoutrement leur allait mal et donnait un air godiche aux plus jolies. Je les examinais, ainsi que les maîtresses, dont aucune ne me plaisait. Celle qui était corpulente avait l'air un tantinet vulgaire. La brune paraissait féroce. L'étrangère, ridicule. Quant à Miss Miller, la pauvre, elle était cramoisie et accablée.
Soudain, tout le monde se leva. Et pourtant, je n'avais entendu donner aucun ordre. Tous les regards s'étaient tournés sur la personne qui venait d'entrer. C'était celle qui m'avait reçu la veille au soir. Elle considérait avec gravité et en silence les élèves. Miss Miller s'approcha, dut poser une question et recevoir une réponse, puis elle retourna à sa place et dit « Monitrice de la première classe, allez chercher les mappemondes !» Tandis que cet ordre était exécuté, la dame se dirigeait lentement vers le fond de la pièce. Sans doute ai-je un don particulier pour la vénération, car je me souviens encore du respect avec lequel je suivais ses moindres mouvements. Debout, dans la lumière du jour, elle avait l'air grande, elle était belle, harmonieuse, ses yeux bruns sous les longs cils étaient bienveillants, sa chevelure sombre s'enroulait en catogan, et sa robe pourpre accentuait sa finesse et sa majesté. Telle était Miss Temple, Maria Temple. J'appris son prénom dans un livre de prières, la surveillante de Lowood. Elle donna une leçon de géographie à la classe supérieure, tandis que les classes inférieures avaient qui l'histoire, qui la grammaire, puis l'arithmétique et l'écriture, jusqu'à ce que sonna midi. Alors la surveillante se leva. « J'ai un mot à dire aux élèves, » dit-elle. Le tumulte naissant s'apaisa aussitôt. « Vous avez eu ce matin un petit déjeuner immangeable. Vous devez avoir faim. J'ai donné ordre qu'une collation de pain et de fromage soit servie à chacune. » Les maîtresses levèrent sur elle un regard surpris. « J'en prends l'entière responsabilité, » ajouta-t-elle à leur intention. On nous envoya ensuite au jardin, protégé de tout regard indiscret par des murs très hauts. Une véranda couverte le fermait d'un côté. Au long des allées s'égrenaient de petits massifs qui avaient chacun sa jardinière attitrée. Fleuris, ils devaient être charmants. Janvier les faisait pareils à des tombes rouillées. Je frissonnais. C'était un triste jour, assombri de brouillard et de bruine. Les filles les plus robustes avaient entrepris des jeux pleins d'action, mais la plupart, pâlottes et maigres, se blottissaient les unes contre les autres, à l'abri, plusieurs d'entre elles déchirées par une toux malsaine. Je n'avais encore parlé à personne, et personne ne s'était soucié de moi. Mais la solitude m'était familière et ne me pesait guère. Je m'appuyais contre une colonne de la véranda, serrant mon manteau autour de moi, tentant d'oublier le froid qui me transperçait et la faim qui me tenaillait. Mes pensées étaient vagues, je savais à peine encore où j'étais, mais Guest Head et ma vie passée me paraissaient perdus dans une brume lointaine. Le présent m'était vague et étrange, et je n'imaginais pas le futur. Mes yeux erraient sur ce jardin monacal, sur les vastes façades dont la moitié paraissait vieille et l'autre neuve. Cette dernière avait des fenêtres à meneaux et l'aspect d'une église. Au-dessus de l'entrée, une plaque portait cette inscription. Institution de Lowood. Cette aile a été reconstruite par Naomi Brocklehurst de Brocklehurst Hall dans ce comté. Ainsi votre lumière doit-elle briller aux yeux des hommes pour que, voyant vos bonnes œuvres, ils en rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Matthieu, livre 5, verset 16. Je lus et relus ces phrases. Je méditais le sens du mot « institution » et tentais de découvrir la relation qui existait entre les premiers mots et le verset de l'Évangile, lorsqu'une toux me fit tourner la tête. Près de moi, sur un banc de pierre, une jeune fille lisait.
Je pouvais voir le titre de son livre, « Rasselas ». Il me parut insolite et dès lors attirant. Comme elle levait les yeux, je saisis l'occasion de lui parler. « Votre livre est-il intéressant ?» Je formais déjà le projet de lui emprunter. « Il me plaît, » répondit-elle, en m'examinant une seconde. « Vous pouvez y jeter un coup d'œil. » Je le pris, mais le texte me parut décevant. Ni fée, ni génie, pour satisfaire à mon goût encore puéril. Je le lui rendis, mais comme elle s'apprêtait à se replonger dans l'étude, je me hasardai à la déranger à nouveau. « Pouvez-vous me dire ce que signifient les mots « institution de Lowood » ? C'est cette maison même. Mais pourquoi institution ? N'est-ce pas une école comme une autre ? C'est en partie une maison de charité. Vous et moi, toutes les autres, sommes des enfants de la charité. Je pense que vous êtes orpheline. N'avez-vous pas perdu votre père ou votre mère ? Ils sont morts tous les deux, trop tôt pour que je puisse m'en souvenir. Eh bien, toutes les élèves sont orphelines de père ou de mère, ou des deux. Cette institution est un orphelinat. Est-ce qu'on nous élève gratuitement ? Nous payons, ou plutôt nos amis payent pour nous 15 livres par an. Alors, pourquoi nous appelle-t-on des enfants de la charité ? Parce que cette somme ne suffit pas à notre entretien, ni à l'enseignement, et que le déficit est comblé par des dons. Qui était Naomi Brocklehurst ? La mère de notre actuel directeur. Ainsi, cette maison n'appartient en rien à la dame qui nous a fait distribuer du pain et du fromage ? À Miss Temple ? Hélas non, comme je le voudrais. Elle doit rendre compte de tout. C'est Mr. Brocklehurst qui fait les achats de l'école, nourriture et vêtements. Est-ce qu'il habite la maison ? Non, il possède un château à 2000 d'ici. Est-il bon ? C'est un pasteur. On dit qu'il fait beaucoup de bien. Cette grande dame, vous dites qu'elle s'appelle Miss Temple ? Oui. Et comment se nomment les autres maîtresses ? Celle qui a les joues rouges, c'est Miss Smith. Elle enseigne la couture, et ici nous faisons nous-mêmes tous nos habits. La petite qui a les cheveux noirs, c'est Miss Sketcherd. Elle nous apprend l'histoire et la grammaire. Quant à celle qui porte un châle et un mouchoir dans sa ceinture, c'est Madame Pierrot. Elle vient de Lille et donne le français. Les aimez-vous ? Assez. La petite noiraude, vous l'aimez ? Miss Sketcherd est emportée. Il faut prendre garde de ne point l'offenser. Miss Temple est la meilleure, n'est-ce pas ? Oui, elle est très bonne et très intelligente. Elle est supérieure aux autres parce qu'elle a beaucoup plus de connaissances. Y a-t-il longtemps que vous êtes ici ? 2 ans. Êtes-vous orpheline ? J'ai perdu ma mère. Êtes-vous heureuse ici ? Que de questions ! Je vous ai donné assez de réponses. Maintenant, j'aimerais lire un peu. Mais la cloche sonna pour le repas. L'odeur qui s'échappait du réfectoire n'était guère plus appétissante que celle du petit déjeuner. Dans une graisse rance nageaient des pommes de terre et de curieux filaments de viande. Une portion convenable fut octroyée à chaque élève. J'en mangeai ce que je pus, me demandant s'il en serait tous les jours de même. L'après-midi était consacré aux leçons qui duraient jusqu'à 5 heures. Le seul événement marquant de cette journée fut le châtiment infligé par Miss Sketcherd à la jeune fille avec qui j'avais parlé
pendant la récréation. Elle dut rester au milieu de la classe pendant toute la leçon. Cette punition me paraissait hautement ignominieuse, surtout pour une fille qui devait approcher de ses 13 ans. Je m'attendais à ce qu'elle manifestât de la détresse ou de la honte, mais elle ne rougit ni ne pleura. Calme et grave, elle assumait d'être le point de mire de tous les regards. Comment, me demandai-je, peut-elle supporter cela avec tant de fermeté? À sa place, je serais rentré sous terre. Mais elle paraissait étrangère à ce qui l'entourait, perdue dans un rêve intérieur, transportée bien au-delà de sa punition, dans un univers paisible. Je me demandais quelle sorte de fille c'était. Les leçons terminées, nous prenions un autre repas, une tasse de café bien petite, une demi-tranche de pain noir. Je dévorais le pain et bus mon café avec délice, mais je restais sur ma faim. Suivait une récréation, puis l'étude. Enfin, le gâteau d'avoine, le verre d'eau et les prières précédaient le coucher. Telle fut ma première journée à Lowood. Chapitre 6. Et le jour suivant commença, semblable au précédent, mais la cérémonie de la toilette n'eut pas lieu, car l'eau avait gelé dans les brocs. L'âpre vent de nord-est avait sifflé toute la nuit dans les interstices des fenêtres, nous arrachant des frissons dans notre lit. Pendant l'interminable heure et demie durant laquelle on faisait les prières et la lecture de la Bible, je crus défaillir de froid, comme je crus défaillir de faim après avoir avalé ma minuscule ration de porridge. J'appartenais désormais à la 4e classe. J'avais des leçons et des devoirs. Jusqu'alors, j'avais été spectatrice. Je devins actrice sur la scène de Lowood. Faute d'habitude, je trouvais ces tâches longues et difficiles. J'avais peine à me faire au changement de leçon d'heure en heure. Aussi, je fus soulagée lorsque vint la leçon de couture. Miss Smith me donna à ourler une longue mousseline et m'installa dans un coin tranquille de la salle. Une seule classe ne cousait pas et avait l'histoire d'Angleterre avec Miss Scatcherd. Celle-ci poursuivait d'une haine gratuite ma compagne de la veille. Elle l'envoya tout d'abord au fond de la classe pour quelque erreur de prononciation, puis continua à l'accabler de remarques. Burns, on appelait ici les filles par leur nom de famille. Burns, ne tordez pas vos pieds. Burns, vous avancez le menton d'une manière inconvenante. Burns, levez la tête. Je ne supporterai plus longtemps vos attitudes, etc., etc. Après qu'un chapitre eut été lu par 2 fois, les élèves furent interrogés. Le règne de Charles Ier faisait l'objet de la leçon. Les questions maritimes jouaient un rôle de premier plan et personne n'y pouvait répondre. Pourtant, lorsque vint le tour de Burns, elle savait tout par le menu. J'attendais que Miss Scatcherd la complimentât sur son savoir. Mais au contraire, elle s'écria. « Vous êtes une enfant aussi sale que désagréable. Vous ne vous êtes pas nettoyé les ongles ce matin. » Burns ne répondit pas. Pourquoi, pensai-je, n'explique-t-elle pas que ce matin l'eau était gelée? Mon attention fut détournée par Miss Smith qui me donna un écheveau à tenir. Tout en enroulant la pelote, elle me posait des questions. Si j'avais déjà été à l'école, si je savais faire le point de croix, le tricot. Quand je retournai à ma place, j'entendis Burns recevoir un ordre dont je ne mesurais pas la portée. Elle sortit un instant
et revint avec un faisceau de verges. Elle présenta cet instrument de mauvais augure à Miss Scatcherd avec courtoisie, dégrafa tranquillement son tablier, et la maîtresse lui en cingla la nuque 12 fois au moins. Je dus poser mon ouvrage, tant mes mains tremblaient de rage impuissante. Mais l'angélique visage de Burns gardait son expression douce et pensive. « Fille endurcie !» s'exclama son tyran. « Rien ne vous corrigera jamais de votre malpropreté. Emportez les verges !» Burns obéit. Je l'observais tandis qu'elle revenait. Elle remettait son mouchoir dans sa poche, et la trace d'une larme brillait sur sa joue maigre. La récréation du soir était le meilleur moment de la journée. Le café nous donnait un regain de vitalité. La classe était plus chaude que le matin, car on laissait brûler le feu un peu plus haut afin d'économiser les chandelles. Cette lueur rouge, l'autorisation de faire du bruit, donnait une illusion de liberté. Ce soir-là, comme à l'accoutumée, j'errais parmi les tables et les groupes rieurs, sans compagne, sans toutefois me sentir solitaire. Je soulevai un store pour regarder au dehors. La neige tombait drue, tapissant déjà le bord des fenêtres, et, collant mon oreille à la vitre, malgré le tumulte qui régnait dans la pièce, je percevais au dehors la plainte inconsolée du vent. Sans doute, si j'avais laissé derrière moi un foyer heureux, des parents aimants, cette heure eût été celle qui m'eût fait paraître cruelle la séparation. Le vent eût attristé mon cœur, l'ombre troublé ma paix, mais je n'avais rien à regretter, et une agitation fébrile me faisait désirer entendre le vent hurler sauvagement, voir s'épaissir les ténèbres, et que le brouhaha de la pièce devint clameur. Rampant sous les tables, je me frayais un chemin jusqu'à la cheminée. J'y trouvais Burns, silencieuse, soustraite à son entourage, qui lisait à la faible lueur des tisons. « Est-ce toujours Rasselas ?» demandai-je. « Oui, dit-elle. Je le termine à l'instant. » 5 minutes plus tard, elle fermait le livre et je m'en réjouis. Maintenant, pensai-je, peut-être qu'elle voudra bien parler. Je m'assis par terre près d'elle. « Quel est votre prénom ?»« Hélène. »« De quelle région venez-vous ?»« Du nord, près de la frontière de l'Écosse. »« Y retournerez-vous un jour ?»« Je l'espère, mais personne ne peut être sûr de l'avenir. »« Vous devez avoir envie de quitter Lowood. »« Non, pourquoi ? Je dois terminer mon instruction. Tel est le but à atteindre. Mais cette maîtresse, Miss Scatcherd, est si cruelle envers vous. » »« Cruelle ? Mais non. Elle est sévère, parce qu'elle n'aime pas mes défauts. À votre place, je la détesterais. Je lui tiendrais tête. Je lui arracherais les verges des mains. Je les lui casserais sous le nez. Vous ne feriez rien de pareil, mais si vous le faisiez, on vous chasserait de l'école. Cela peinerait votre famille. Mieux vaut endurer un coup qui ne fait souffrir que vous, plutôt que de commettre une action irréfléchie, dont les conséquences rejailliraient sur autrui. D'autre part, l'Évangile nous demande de rendre le bien pour le mal. Mais c'est un tel affront d'être battue en public, surtout pour une grande fille comme vous. Je suis bien plus jeune, mais je ne le supporterai pas. C'est pure faiblesse de ne pas pouvoir supporter ce que votre destinée exige que vous supportiez. Cette doctrine stoïque me bouleversait. Je ne pouvais ni comprendre,
ni admettre son indulgence envers son bourreau. Je pressentais toutefois qu'Hélène Burns avait une vision du monde qui m'échappait, qu'elle avait raison et que j'avais tort, mais je ne tenais pas à approfondir la question. « Vous me dites que vous avez des défauts, Hélène. Vous me semblez si bonne. Ne jugez pas sur les apparences. Je suis négligente, sans méthode. Je lis lorsque je devrais apprendre mes leçons. Et parfois, je dis, comme vous, que je ne supporte pas d'être soumise à des règles. » Cela irrite inévitablement Scatcherd, qui est soigneuse et ponctuelle, et colérique et barbare, ajoutai-je. Mais Hélène ignora ma réflexion. « Est-ce que Miss Temple vous traite de la sorte ?» À ce nom, son visage sérieux s'éclaira. « Miss Temple est la bonté même. Elle souffre d'être obligée de réprimander qui que ce soit. Elle connaît mes défauts, mais elle m'en avertit avec douceur, et si j'ai bien fait, elle me félicite chaleureusement. Malgré cela, elle n'arrive pas à me corriger de mon désordre, de mon inattention. C'est curieux, c'est si facile d'avoir de l'ordre et de l'attention. Pour vous, certainement. J'ai remarqué que vous suiviez très assidûment la leçon. Quant à moi, mon esprit vagabonde. Au lieu de la voix de la maîtresse, j'entends le murmure du ruisseau qui coule près de notre maison, dans le Northumberland. Je rêve, et je ne me réveille que lorsque vient mon tour de répondre. Et n'ayant rien entendu, hormis le bruit d'une eau imaginaire, je suis prise au dépourvu. Pourtant, vous avez très bien répondu cet après-midi. C'était un hasard. La leçon m'intéressait. Au lieu de songer à mon pays, je me posais des questions au sujet de Charles Ier, me demandant comment un homme qui cherchait la vérité pouvait parfois agir aussi injustement qu'il l'a fait. Pourtant je l'aime, et j'ai pitié de lui, pauvre roi assassiné. Hélène, maintenant, monologuait. Elle avait oublié que je ne pouvais la suivre, ignorante que j'étais à ce sujet. Je la rappelais à mon niveau. Et pendant les leçons de Miss Temple, êtes-vous aussi distraite? Non, mais je n'ai pas d'effort à fournir pour ne pas l'être. Je n'ai pas de mérite à être bonne auprès d'elle qui est si bonne pour moi. C'est pourtant ma seule ambition, rendre le bien pour le bien. En étant indulgent envers ceux qui vous font du mal, on les encourage à devenir de plus en plus mauvais. Frapper sans raison, il faut rendre plus fort afin d'apprendre à l'autre à ne plus recommencer. Vous changerez d'avis avec le temps. Vous n'êtes qu'une petite fille. Pourtant, c'est ce que je ressens profondément, Hélène. Je ne peux que détester ceux qui, quoi que je fasse pour leur plaire, persistent à me détester. Je dois me révolter contre l'injustice. C'est tout aussi naturel que d'aimer ceux qui me portent de l'affection, que d'accepter un châtiment mérité. Non, c'est une doctrine de païens que les chrétiens désavouent. Pourquoi? On ne triomphe pas de la haine par la violence. On ne guérit pas une blessure par la vengeance. Il faut suivre l'enseignement du Christ et son exemple. Et que dit-il? Il nous dit d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire le bien à ceux qui nous méprisent. Alors, je devrais aimer Miss Reed, ce qui m'est impossible. Bénir son fils John, ce qui l'est encore davantage. À son tour, Hélène me pria de lui raconter mon histoire. Je lui fis le récit de mes souffrances et de mes rancunes. Amère et brutale, je parlais comme je sentais, sans réserve,
ni adoucissement. Hélène m'écouta jusqu'au bout, mais n'émit aucun commentaire. « Eh bien, dis-je avec quelque impatience, est-ce que Miss Reed n'est pas une mauvaise femme dépourvue de cœur? Certes, elle a manqué de bonté à votre égard. Elle ne supportait pas votre caractère. De même que Miss Scatcherd ne supporte pas le mien. Mais quel compte rigoureux vous tenez de vos griefs! À quelle profondeur cette injustice vous a atteinte! Ne seriez-vous pas plus heureuse de tenter d'oublier sa dureté? La vie est trop courte pour qu'on la gaspille à nourrir de l'animosité ou à relever des torts. Nous déposerons le fardeau de nos fautes en même temps que nos corps iront à la terre. Seule la lumière de l'esprit continuera à briller, et pure, elle s'unira à son Créateur. L'éternité sera un havre merveilleux, non un abîme de tourments. Cette fois, je ne l'ai pas apprise, mais j'y trouve le bonheur. Elle m'ouvre l'espérance, me protège du goût de la vengeance et de la révolte, m'épargne sans me laisser abattre. Je vis en paix et j'attends la fin. Hélène inclina la tête un peu plus qu'à l'ordinaire. Je vis qu'elle ne désirait plus parler, mais s'abandonner à la méditation. On ne lui en laissa pas le loisir. Une monitrice, une grande fille fruste, surgit et lui intima avec un fort accent du Cumberland. « Burns, si vous n'allez pas immédiatement ranger votre tiroir et plier votre ouvrage, je dis à Miss Scatcherd de s'en occuper. » Arrachée à son rêve, Hélène soupira et obéit. Chapitre 7. Mon premier trimestre à Lowood me parut un siècle pesant, bien plutôt qu'un âge d'or. Je devais soutenir une véritable lutte pour me soumettre aux règles et aux tâches inaccoutumées. La crainte de manquer à mes devoirs m'épuisait plus encore que les privations. Janvier et février avaient accumulé de lourdes neiges. Mars, amenant le dégel, avait transformé tous les chemins en bourbiers. Nous ne sortions que pour aller à l'église et pour notre heure d'exercice physique. Nos minces vêtements ne nous défendaient pas contre un froid rigoureux. Nous n'avions pas de bottes et la neige entrait dans nos souliers pour y fondre. Nous n'avions pas de gants non plus. Nos doigts et nos orteils n'étaient plus qu'engelures et crevasses. Et je me souviens encore de la douleur brûlante qui me transperçait lorsque j'enfilais mes pieds enflés en chair vive dans mes souliers au matin. Quant à la nourriture destinée à des enfants en pleine croissance et affamés, elle était à peine suffisante pour maintenir en vie un moribond. Cette carence avait engendré un régime de terreur, les aînés opprimant les cadettes pour leur soutirer leur part. Combien de fois n'ai-je pas dû céder ma tranche de pain noir à l'un, la moitié de ma tasse de café à l'autre, ravalant les larmes que la torture de la faim m'arrachait. Le dimanche était le jour le plus pénible. Nous devions marcher 2 milles pour atteindre l'église où notre directeur officiait. Nous partions transis. La longue durée du service dans une église glacée achevait de nous paralyser. La distance nous empêchant de retourner à l'institution pour le repas, on nous attribuait à chacune un parcimonieux morceau de viande froide et un bout de pain. Et le service d'après-midi terminé, nous prenions le chemin du retour sur la route cinglée de vent, les joues étrillées par le gel. Je me souviens de Miss Temple et comment elle marchait vive et légère au long de notre cortège, serrant autour d'elle son manteau écossais, nous encourageant à aller de l'avant
ainsi que de vaillants soldats. Les autres maîtresses, les pauvres créatures, étaient bien trop abattues elles-mêmes pour ragaillardir qui que ce fût. Combien nous nous réjouissions de retrouver un peu de feu au retour. Bonheur interdit aux cadettes, d'ailleurs, car les aînés assiégeaient le foyer, cependant que les petites se serraient, grelottantes, rentrant leurs maigres bras dans les manches de leur tablier. L'heure du goûter nous apportait une légère consolation. Nous avions une tranche de pain entière au lieu d'une moitié, et elle était vaguement beurrée. Aussi, d'un sabbat à l'autre, attendions-nous ce festin. La soirée se passait à répéter par cœur le catéchisme et plusieurs chapitres de saint Matthieu, puis à écouter un long sermon de Miss Miller, dont les bâillements irrépressibles disaient la lassitude. Un intermède nous était fourni avec l'interprétation de Tichès par une demi-douzaine de petites filles qui, terrassées par le sommeil, tombaient des bancs et que l'on ramassait plus mortes que vives. Le remède consistait à les laisser debout au milieu de la classe pendant la fin du sermon, où elles ne manquaient pas de s'effondrer en masse. On les maintenait alors à la verticale, en les coinçant entre les hauts tabourets des monitrices. Nous n'avions pas encore eu la visite de Mr. Brocklehurst, à mon grand soulagement, car j'avais de bonnes raisons de redouter sa venue. Mais j'étais à Lowood depuis 3 mois, lorsqu'un après-midi, je vis passer sous la fenêtre une silhouette guindée, et mon instinct m'avertit de la catastrophe. Bientôt, toute la classe se levait. Aux côtés de Miss Temple se dressait le sinistre jour sans pain, noir comme un cafard, raide comme la justice. Parce qu'il avait promis de révéler à l'école entière les vices de ma nature et qu'il parlait bas à Miss Temple, j'étais déjà sûre qu'il s'apprêtait à me flétrir publiquement, et ma gorge se serrait d'angoisse. Pourtant, j'étais assez proche d'eux pour saisir des bribes de phrases, et je commençais à me rassurer. Je pense, Miss Temple, que le fil que j'ai acheté à l'automne fera l'affaire. Quant aux aiguilles à repriser, je les ai oubliées. Vous les aurez la semaine prochaine. Sous aucun prétexte, plus d'une aiguille par élève. Cela les encouragerait à la négligence. Et, oh, madame, je voudrais qu'on prie mieux soin des bas de laine. J'ai pu les voir à l'étendage, et j'ai constaté, d'après la dimension des reprises, que celle-ci n'avait pas été faite en temps voulu. Il fit une pause. « Vos instructions seront suivies, monsieur, » dit Miss Temple. « Et madame, la blanchisseuse m'informe que certaines élèves ont eu 2 collerettes cette semaine. C'est abusif. Le règlement n'en prévoit qu'une. » « Je sais de quoi il s'agit, monsieur. Agnès et Catherine Johnson étaient invitées pour le thé à l'automne. Je les ai autorisées à mettre des collerettes propres. » Mr. Brocklehurst hocha la tête. « Bien, pour une fois, passons. Mais que cela ne se reproduise plus. Autre chose, j'ai été profondément surpris, en faisant les comptes avec l'économe, de constater un repas supplémentaire de pain et de fromage. Qu'est-ce que c'est que cette innovation? Et avec quelle autorisation? J'ai pris cela sur moi, monsieur. Le petit déjeuner ayant été immangeable, je n'ai pas osé laisser ces enfants à jeun jusqu'à midi. Madame, permettez-moi. Vous savez que mon but n'est pas d'élever ces jeunes filles dans le luxe et la facilité, mais de les rendre endurantes, patientes et pleines d'abnégation.
S'il arrive que leur appétit soit déçu par un plat mal préparé, vous ne devez pas leur offrir le raffinement d'une compensation. C'est aller à l'encontre du but de notre institution. Il faut leur apprendre que les privations élèvent l'âme. Un petit sermon eût mieux convenu. C'était l'occasion de leur rappeler le martyre des premiers chrétiens et les paroles du Christ, disant que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Oh, madame, en vérité, lorsque vous donnez du pain et du fromage à ces enfants en place de porridge brûlé, vous nourrissez leur corps méprisable, en oubliant que vous affamez leurs âmes immortelles. Mr. Brocklehurst fit une nouvelle pause. Miss Temple, qui avait jusqu'alors tenu les yeux baissés, regardait droit et loin dans le vide, et son visage naturellement pâle avait en cet instant l'immobilité d'un marbre. Sa bouche serrée semblait attendre pour s'entr'ouvrir le ciseau du sculpteur. Son front avait la sévérité figée de la pierre. Mr. Brocklehurst laissait planer sur la classe un regard majestueux. Soudain, il cligna des yeux comme devant un spectacle choquant. « Miss Temple, Miss Temple !» haleta-t-il. « Qui est cette fille avec des cheveux frisés? Des cheveux roux, madame, et bouclés, entièrement bouclés. » Il pointa sa canne vers cet objet d'horreur en tremblant. « C'est Julia Severn, » répondit tranquillement Miss Temple. « Julia Severn, madame? Et pourquoi, je vous prie, a-t-elle des cheveux frisés? Pourquoi, en dépit de tous les règlements, de tous les principes, fait-elle des concessions au monde? Nous sommes ici dans une institution charitable. De quel droit cette masse de boucles? Les cheveux de Julia frisent naturellement, monsieur, dit-elle avec une tranquillité toujours plus grande. Bien sûr, mais nous ne sommes pas ici pour souscrire aux lois naturelles. Encore et toujours, je dois insister sur le fait que les cheveux de ces enfants de la charité doivent être coiffés en arrière, lissés avec modestie. Miss Temple, il faut raser la tête de cette fille. J'enverrai un coiffeur demain. D'ailleurs, j'en vois bien d'autres qui ont une chevelure superflue. Cette grande-là, qu'elle se retourne. Que la première classe se lève et se tourne face au mur. Miss Temple passa un mouchoir sur ses lèvres comme pour y effacer un sourire. Elle donna l'ordre et, me penchant un peu, je pouvais suivre sur les visages l'effet produit par une telle gymnastique. C'était bien dommage que Mr. Brocklehurst ne pût voir les grimaces qui contorsionnaient les visages détournés. Il aurait peut-être compris alors que s'il avait toute puissance sur la façade, il ne pouvait néanmoins modeler les cœurs à sa guise. Il scruta l'envers de ces médailles vivantes quelques 5 bonnes minutes, puis le verdict tomba. « Il faudra couper tous ces chignons. » Miss Temple frissonna. « Madame, je sers un maître dont le royaume n'est pas de ce monde. Mon devoir est de mortifier la chair dans ces jeunes filles. Or, chacune d'elles a une chevelure arrangée en torsade,
que la vanité elle-même pourrait s'enorgueillir d'avoir tressé. Ses cheveux, je le répète, doivent être coupés. Pensez au temps perdu. Oh! La porte s'ouvrit, interrompant ce beau discours. Et les trois dames qui entrèrent arrivaient un petit peu trop tard. Elles auraient pu tirer profit de ce sermon sur la modestie, car elles affichaient une élégance tapageuse, soie, velours, fourrure, coiffure savante, échafaudage de boucles, rien ne manquait. Miss Temple conduisit respectueusement Mrs. Brocklehurst et ses filles jusqu'au siège d'honneur au sommet de la classe. Elles étaient venues en voiture avec le révérend, mais s'étaient livrées jusqu'en cet instant à une fouille minutieuse des étages supérieurs. Maintenant, elles adressaient leurs reproches à Miss Smith sur l'état du linge et des dortoirs. Mais je ne prêtais pas l'oreille à ce qu'elles disaient, mon seul but étant d'assurer ma sécurité personnelle. Feignant d'être très absorbé par mes calculs, je tenais mon ardoise de façon à dissimuler mon visage. Je serais sans doute parvenu à passer inaperçu si cette ardoise traîtresse ne m'avait glissé des mains, se brisant avec fracas et attirant tous les regards sur moi. J'avais perdu la partie et rassemblais mes forces pour endurer le pire. « Une fille sans soin !» s'exclama Mr. Brocklehurst. Et aussitôt, « Mais c'est la nouvelle! J'ai justement 2 mots à dire à son sujet. Qu'elle avance !» Paralysé de terreur, je n'aurais pu bouger si les grandes ne m'avaient poussé en avant. Miss Temple me chuchota gentiment. « N'ayez pas peur, Jane. J'ai vu que c'était un accident. Vous ne serez pas punie. » Cette tendresse me transperça comme un poignard. Dans un instant, pensai-je, elle me portera le mépris qu'on voue aux hypocrites. La fureur gicla dans mon sang contre les rides. Brocklehurst & Co. Je n'étais pas une Hélène Burns. Apportez ce tabouret. Et le pasteur désigna un siège très haut sur lequel on me fit asseoir. Il s'éclaircit la voix, se tourna vers sa famille, puis vers la classe. « Mesdames, Miss Temple, maîtresse et enfants, vous voyez toute cette fillette. » Elle ne me voyait que trop bien. Leur regard me brûlait comme un fer rouge. Dieu lui a donné l'apparence normale de l'enfance. Pourtant, j'ai le chagrin de vous annoncer que Satan en a déjà fait sa proie. Une pause. Mes chers enfants, c'est une douloureuse obligation, et pourtant il est de mon devoir de vous avertir que cette fille, qui pourrait être une brebis du Seigneur, n'est qu'une intruse dans son troupeau. Méfiez-vous d'elle, fuyez son exemple, évitez sa compagnie, tenez-la à l'écart de vos jeux. Vous, ses maîtresses, ne la perdez pas des yeux, pesez ses paroles et punissez son corps si vous voulez sauver son âme. Car cette enfant, née chrétienne, est plus corrompue qu'une païenne qui prierait les dieux barbares. Cet enfant est une menteuse. Nouvelle pause. Les dames Brocklehurst s'essuyèrent les yeux et murmurèrent. « Quelle honte !
Cela, je l'ai appris de la bouche de sa pieuse et charitable bienfaitrice. Elle a accueilli cette orpheline, la traitant comme sa fille. Mais sa bonté et sa générosité ont été payées par une ingratitude si noire qu'elle a dû se séparer de ce ferment d'impureté afin de ne point contaminer ses propres enfants. Elle est ici pour se guérir, comme les Juifs des temps anciens allaient soigner leur maladie au lac de Bethesda. Directrice, maîtresse, je vous demande de veiller à ce qu'elle ne souille pas l'eau pure. Sur cette conclusion sublime, Mr. Brocklehurst ajusta son pardessus et, s'apprêtant à partir, ajouta: qu'on la laisse une demi-heure sur ce tabouret et que personne ne lui adresse la parole de la journée. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'éprouvais. Livré ainsi à l'infamie, mais alors que la honte, la souffrance et la révolte me serraient la gorge, la bouleversante lumière d'un regard effleura le mien, m'apportant la force de résister à la crise de nerfs. Hélène trouva une bonne raison pour passer près de mon tabouret, et cette fois-ci me sourit. Quel sourire! Il exprimait toute sa grandeur d'âme, tout son vrai courage. Et pourtant, elle portait au bas l'écriteau « désordre » et venait d'être condamnée au pain sec et à l'eau. L'imperfection du cœur humain est si grande que Miss Scatcherd ne voyait d'Hélène que ses petits défauts et restait aveugle à l'éclatante beauté de cette nature angélique. Chapitre 8. 5 heures sonnèrent avant que cette demi-heure fût écoulée. Les élèves étaient au réfectoire. Je m'aventurais à descendre de mon piédestal. Le crépuscule était d'encre. Je me réfugiai dans un coin de la classe et m'assis à terre. Mon endurance se brisa, et prostré, je me mis à sangloter éperdument. Hélène Burns n'était pas là. Rien ne me soutenait plus. J'étais seule, et mes larmes mouillaient le plancher. J'avais misé espoir en venant à Lowood, espoir de bien faire, de gagner l'affection. Déjà, j'étais en progrès et première de ma classe. Miss Miller m'avait félicité. Miss Temple m'avait approuvé d'un sourire et m'avait promis de m'enseigner le dessin et le français si je persévérais dans cette bonne voie. Mes camarades m'aimaient et ne me maltraitaient pas. Et maintenant, voilà que je gisais plus bas que jamais, foulé aux pieds. Pourrais-je jamais m'en relever? Jamais plus, pensais-je, et je souhaitais ardemment la mort. Je sursautais. Hélène était près de moi avec ma ration de pain et de café. « Allons, dit-elle, mangez quelque chose. » Mais toute nourriture m'eût étouffée, me semblait-il, dans l'état où j'étais. Je ne pouvais me dominer et continuais à pleurer avec véhémence. Alors, elle s'assit près de moi, les bras autour de ses genoux, la tête sur ses bras, silencieuse comme un Indien. Ce fut moi qui parlais la première. « Hélène,
Pourquoi restez-vous auprès d'une fille que tout le monde croit être une menteuse? Tout le monde, Jane. Nous sommes ici 80, et il y a des millions de gens sur la terre. Que m'importent ces millions, puisque les 80 maintenant me méprisent? Vous vous trompez, Jane. Il n'y a sûrement personne ici pour vous détester ou vous mépriser. Et plus d'une vous plaint, je le sais. Comment peuvent-elles me plaindre après ce qu'a dit Mr. Brocklehurst? Il n'est pas un dieu, pas même un grand homme. Il n'est pas aimé ici. Vous eût-il favorisé, il vous aurait attiré des ennemis. Et si les maîtresses et les élèves vous battent froid pendant un jour ou deux, c'est parce qu'elles n'oseront donner libre cours à leur sympathie. En plus, quoi donc, Hélène? Demandai-je en mettant ma main dans la sienne. Le monde entier vous haïrait-il? Vous jugerait-il mal? Que vous avez pour vous votre conscience. Tant qu'elle ne vous reproche rien, vous n'êtes pas sans amis. Eh bien, Hélène, même si je puis m'estimer, cela ne me suffit pas. Si les autres ne m'aiment pas, je préfère mourir. Et pour gagner l'affection de ceux que j'aime, vous, Miss Temple, je me soumettrai volontiers au supplice. Vous placez trop haut l'amour des humains, Jane. Vous êtes trop impulsive, trop véhémente. Celui qui vous a donné la vie vous a aussi donné d'autres ressources que votre faible moi, que d'autres créatures aussi faibles que vous. Au-delà de la terre et de la race des hommes s'ouvre le monde des esprits. Cet univers qui est partout veille sur nous. Et Dieu n'attend que la séparation de l'esprit d'avec la chair pour nous accorder la récompense. Pourquoi, dès lors, sombrerions-nous dans le désespoir? La vie sera tout fini, et la mort est la porte si sûre du bonheur. Je m'étais tue. Hélène m'avait communiqué un peu de sa sérénité, faite pourtant d'inexprimable tristesse. Elle avait la respiration courte et une toux sèche la tourmentait. J'oubliais mes chagrins pour me soucier d'elle. Nous restions silencieuses et enlacées lorsqu'on entra. Le vent avait balayé les nuages et dévoilé la lune. Ses rayons éclairèrent le visage de Miss Temple. Je suis venue vous chercher, Jane, et puisqu'Hélène est avec vous, qu'elle nous suive dans ma chambre. Son appartement était accueillant, un feu l'égayait. Elle m'attira près d'elle. Vos larmes ont-elles calmé votre chagrin? Je ne me consolerai jamais. Pourquoi? Parce qu'on m'a injustement accusée. Tout le monde maintenant, et vous aussi, me croyez une mauvaise fille. Non, Jane, nous vous jugeons d'après vos actes. Continuez de bien vous conduire, et je serai contente de vous. Vraiment, Miss Temple? Oui, dit-elle en m'entourant de son bras. Et dites-moi, qui est la personne que Mr. Brocklehurst appelle votre bienfaitrice? Miss Reed, ma tante par alliance. En mourant, mon oncle m'a confiée à elle. Elle ne vous a donc pas adopté de son plein gré? Non, madame. Elle a regretté d'y être contrainte. Eh bien, Jane, je vais vous dire une chose. Lorsqu'un criminel est accusé, il a le droit de se défendre. On vous a accablé à tort,
Parler, sans rien exagérer. Je pris la résolution d'être impartial et modéré, et commençai le récit de ma triste enfance. L'influence d'Hélène avait tempéré mon amertume, et je sentais que Miss Temple me croyait. Je parlais de la visite de Mr. Lloyd, de sa visite après la crise qui avait suivi l'épisode de la Chambre rouge. Miss Temple m'écouta jusqu'au bout en silence. Je connais un peu Mr. Lloyd. Je vais lui écrire. Si ses dires concordent avec les vôtres, vous serez innocenté publiquement. Pour moi, Jane, vous êtes déjà disculpée. Elle m'embrassa et me garda près d'elle, puis s'adressant à Hélène. « Comment vous sentez-vous ce soir? Avez-vous beaucoup toussé? »« Un peu moins, je crois, madame. »« Et votre douleur dans la poitrine? »« Elle me paraît un peu moins vive. » Elle lui prit le pouls et étouffa un soupir. Puis, secouant sa mélancolie, elle nous dit gaiement: « Mais vous êtes mes hôtes ce soir, et je dois vous traiter comme telle. » Elle sonna et Barbara parut. « Je n'ai pas encore pris mon thé, Barbara. En l'apportant, voulez-vous joindre 2 tasses pour ces enfants, s'il vous plaît? » Sur la petite table ronde près du feu, le plateau me parut enchanteur et suave le parfum du thé et des toasts. Mais la faim me tourmentait et je regardais anxieusement la mince quantité de pain. Miss Temple en fit la remarque à Barbara, lui demandant d'en rapporter un peu. Celle-ci revint. « Madame, Mrs. Arden me dit qu'elle a donné selon l'habitude. » Miss Arden, l'économe, était une digne émule de Mr. Brocklehurst, bâti comme lui, mi-fer, mi-os de baleine. « Bien, Barbara, nous nous en contenterons. » Et pendant que la fille s'éloignait, elle ajouta: « Heureusement, j'ai aujourd'hui de quoi combler ce manque. » Et elle tira de son tiroir un gâteau à l'anis de belle taille. « Je me réservais de vous le donner, mais puisqu'il y a si peu de pain, vous allez le manger tout de suite. » Ce fut un vrai festin, adouci encore par le sourire satisfait dont Miss Temple couvait notre appétit. Lorsque le plateau fut desservi, nous nous rassîmes au coin du feu et elle engagea la conversation avec Hélène. Miss Temple avait toujours quelque chose de serein et de noble dans son attitude, de châtié dans son langage, qui rendait plus pur le plaisir de l'écouter et inspirait le respect. Quant à Hélène, je la découvris ce soir-là. Le repas réconfortant, la chaleur du feu, la présence et la bonté de sa maîtresse bien-aimée, ou, peut-être plus que tout, l'esprit qui l'animait, l'avait épanouie. Un peu de rose était monté à ses joues pâles, ses yeux brillaient d'une beauté surnaturelle, et toute son âme passait dans ses paroles d'une claire et fervente éloquence. On eût dit qu'elle se hâtait de vivre. Je les écoutais parler, avec admiration, de 1000 choses qui m'étaient inconnues, et de livres que je n'avais pas lus. Et lorsque la cloche annonça l'heure du coucher, Miss Temple nous souhaita bonne nuit en nous embrassant. Dieu vous bénisse, mes enfants. Elle retint Hélène contre elle un peu plus longtemps que moi, et la suivit des yeux jusqu'à la porte, essuyant furtivement une larme. En arrivant au dortoir, Hélène fut accueillie par les réprimandes acerbes de Miss Scatcherd, qui venait de faire l'inspection des tiroirs, et dès le lendemain matin, elle lui attacha au front, ce front large et doux,
l'écriteau insultant, souillon. Elle le porta avec patience. Mais lorsque vers la fin de l'après-midi, Miss Scatcherd se retira, je courus à Hélène. Je le lui arrachai, le réduisis en morceaux et le jetai au feu. La fureur dont elle était incapable avait flambé toute la journée dans mon cœur. Les larmes avaient ruisselé sans cesse sur mes joues, tant sa résignation pleine de tristesse m'avait torturé. Une semaine s'écoula avant que Miss Temple reçût une réponse de Mr. Lloyd. Mais ses dires devaient corroborer les miens, car la directrice réunit toute l'école afin de me disculper, ainsi qu'elle me l'avait promis. Un murmure de satisfaction parcourut les rangs de mes camarades. Les maîtresses me serrèrent la main. Enfin, déchargé de ce poids douloureux, je me remis au travail avec une ardeur nouvelle, résolu à dominer toute difficulté. Le succès couronna mes efforts, ma mémoire s'améliora, mon intelligence s'aiguisa. Je pus monter d'une classe, commencer le dessin et le français. Et le soir du jour où j'appris le verbe être et esquissais une maison un peu penchée, j'oubliais de préparer en imagination le repas des Barmécides, dont je trompais ordinairement ma faim. Je festoyais en revanche dans l'idéal d'un crayon expert. Je donnais vie à des papillons, à des boutons de rose, à des nids de roitelets enguirlandés de lierre. Je me voyais aussi capable de traduire le livre de contes que m'avait montré Madame Pierrot. Je m'endormis heureuse. Et je n'aurais pas échangé Lowood et ses cruelles privations contre le faste de Guest End.